Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis aujourd'hui à Singapour, donc j'ai quitté la Thaïlande. Voilà, derrière moi le Marina Bay Sands que vous connaissez certainement. Alors dans cette vidéo, on va parler d'immobilier à Singapour. On va voir si c'est intéressant d'investir ici. Allez, c'est parti. Alors avant de rentrer dans les détails de l'immobilier, un petit point sur le contexte de Singapour. Donc d'abord la démographie. Donc Singapour c'est 5 millions d'habitants. Sur ces 5 millions d'habitants, on a 3 millions de natifs, de locaux, c'est-à-dire de citoyens singapouriens. Et on a donc 2 millions d'étrangers. Donc 3 millions de citoyens, 2 millions d'étrangers. Sur ces 2 millions d'étrangers, on va retrouver des expatriés qui sont assez riches. On va trouver aussi des étrangers qui sont beaucoup plus pauvres, des travailleurs pauvres, comme ceux qui construisent en fait les buildings, qui sont en général indiens ou du Bangladesh. On va retrouver des infirmières, qui sont en général des Philippines. On va retrouver tout ce qui est femmes de ménage, qui sont aussi en général des Philippines, du Sri Lanka, donc des pays qui sont beaucoup plus pauvres autour. Donc sur ces 2 millions d'étrangers, on va retrouver 500 000 travailleurs riches. Et on va trouver 1 500 000 travailleurs pauvres et j'ai oublié aussi les étudiants. Voilà, donc 5 millions de personnes, 3 millions de locaux, 2 millions d'étrangers, 500 000 travailleurs riches qui peuvent se payer des logements qui sont chers. Voilà. Alors, quels sont les types d'habitations qu'on va retrouver à Singapour? Principalement 2 types. D'abord, ce qu'ils appellent des HDB, c'est l'équivalent de nos HLM en France. Donc ils ont été construits à peu près à la même période. Voilà, et puis on a les condominiums que j'avais présentés dans d'autres vidéos, qui sont présents aussi ailleurs en Asie, qui sont des bâtiments assez luxueux, avec des piscines, des centres de fitness, etc. Donc en général, les expatriés vont vivre dans les condos, et les locaux vont vivre dans les HDB. On a aussi des locaux qui habitent dans les condominiums maintenant, parce que les locaux sont devenus assez riches au fil du temps. Donc voilà, 2 types de logements, HDB et condominium. On a aussi un 3e type, j'ai eu l'occasion d'habiter à l'intérieur, ce sont des maisons singapouriennes. Voilà, mais il y a assez peu de maisons, donc il n'y a pas beaucoup de gens qui habitent à l'intérieur. Donc condominium, principalement pour les expats, je simplifie, mais principalement pour les expats. HDB pour les locaux et les maisons pour les gens qui sont assez encore plus riches, on va dire, c'est quand même très très cher. Voilà. Alors parlons maintenant de la richesse à Singapour, de ses taux de croissance, de son niveau de vie. Alors la richesse produite par habitant à Singapour est une des plus élevées au monde. On est à 90 000 $ par an et par habitant. Pour vous donner un ordre d'idée, la France est autour de 40 000 et la Biélorussie est autour de 20 000. Donc ici, on a en parité de pouvoir d'achat, on a une richesse produite par habitant qui est 2 fois supérieure à celle de la France. De la même manière, la France a une richesse produite par habitant qui est 2 fois supérieure à celle de la Biélorussie. Donc d'un point de vue singapourien, la France, c'est la Biélorussie. Voilà, vous imaginez. Donc pour le niveau de vie, c'est carrément hallucinant. Donc ici, on a des niveaux de vie qui n'ont rien à voir avec ce qui existe en France. Donc, je veux dire, le minimum ici, c'est d'avoir la piscine chez soi, un centre de fitness, je veux dire, tout ça, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait commun. Mais qui a ça aujourd'hui à Paris? Là, je suis dans le Fullerton, c'est un des plus bels hôtels de Singapour. Je vais vous montrer un petit peu. Ça, c'est le restaurant. Voilà, donc c'est super classe. Bon, il y a ça évidemment en France, mais en moyenne, le niveau de vie ici est largement supérieur. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut tester dans sa vie pour voir en fait que la France est pauvre. Très très pauvre. Voilà, donc niveau de vie plus élevé, taux de croissance faible comparé aux pays d'Asie du Sud-Est qui sont à côté. Alors comment ça s'explique? Ça s'explique aussi parce qu'ici on a atteint un niveau de développement qui est quand même très 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 élevé. Donc j'ai envie de dire entre guillemets, on ne peut pas aller beaucoup plus loin. Donc on a des taux de croissance de 1, 2, 3%. On n'a pas des taux de croissance de 10% à Singapour aujourd'hui. Voilà, donc taux de croissance moyen, niveau de développement très élevé, richesse produite par habitant très élevé.
Voilà, pour le contexte économique. Alors on va voir ce qu'on peut attendre de l'immobilier à Singapour. Donc là je suis sur un site où on va voir en fait l'historique des prix de vente et l'historique des prix de location à Singapour. On va voir ce qu'on peut en attendre. Alors j'ai sélectionné uniquement les condominiums parce qu'on ne peut pas acheter d'autres choses en tant qu'étranger à Singapour. Donc uniquement les condos. Donc si on regarde un petit peu le graphique, donc ça c'est l'évolution des prix. Alors c'est à la fois les ventes de neuf et à la fois les ventes d'occasion. Mais si je filtre uniquement sur les ventes d'occasion, j'aurai à peu près le même profil, le même graphique. Donc en fait ce qu'on remarque, c'est que bon, les prix sont à la hausse, clairement. Entre 2009 et 2019, l'immobilier à Singapour a fait plus 100%. À titre de comparaison, donc sur 10 ans, à Paris on a fait plus 55, à Marseille on a fait plus 0 et à Saint-Étienne on a fait moins 30. Voilà. Donc là on a fait plus 100%. Alors on voit que ça n'avait pas beaucoup évolué entre les années 95 et 2007. Ça avait stagné en fait, ça avait même baissé. Et c'est vraiment depuis 2009 qu'on a une augmentation des prix. Voilà. Donc ça c'est pour les prix si on veut acheter, donc si on veut faire un gain en capital, une plus-value, bah, c'est possible en fait à Singapour parce que les prix de vente évoluent et progressent très positivement. Maintenant si je regarde les prix à la location, donc les loyers, alors là vous allez avoir peur, je vous montre, voilà. Et là vous allez me dire mais qu'est-ce qui se passe? Comment c'est possible d'avoir une augmentation des prix de vente de 100% et un graphique comme ça pour la location? C'est-à-dire, quand je dis un graphique comme ça, c'est que si je prends 2009, donc sur 10 ans, voilà, sur 10 ans, j'avais vu que les prix ont légèrement baissé. C'est-à-dire, c'est absolument hallucinant. Et les loyers ne font que baisser depuis 2013. Et les loyers d'aujourd'hui sont les loyers qu'on avait en 2007. Alors si je prends 2009, on a j'avais vu qu'on avait légèrement baissé. Donc qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui se passe? Alors, bon, mon explication assez simple, c'est que on a un peu le même problème à Singapour qu'on a à Bangkok ou qu'on a à Kuala Lumpur, c'est qu'on a une surconstruction. Et en fait, on a un excès d'offres locatives. Donc moi actuellement, là j'ai trouvé un appartement à Singapour. Mais si vous voulez trouver un appartement à Singapour, en fait c'est très très simple. Les prix se négocient à la baisse, c'est-à-dire que quand le propriétaire propose un prix, il s'attend à ce que l'acheteur fasse une proposition en dessous du prix. C'est tout à fait normal en fait. Donc les prix se négocient parce qu'il y a un excès d'offres et donc il y a une vacance locative. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pas terrible. En plus de ça, les loyers comparés au prix de l'immobilier sont assez faibles, ce qui fait que le rendement moyen à Singapour est inférieur même à celui de Paris. Donc on est autour de 2%. Voilà. Donc c'est vraiment très très faible comme rendement locatif. Les prix de l'immobilier à Singapour sont à peu près les mêmes que ceux de Paris. Dans le centre de Singapour, on est un peu supérieur à Paris, mais c'est comparable. Alors Singapour, hein, je vais beaucoup parler en fait, quand je parle de Singapour, je parle principalement du centre, parce que en fait les étrangers, la plupart des condominiums en fait sont situés dans le centre de Singapour, et dès que vous sortez, bah, c'est sûr que les prix dégringolent et le marché locatif est très différent. Voilà, donc moi je parle vraiment du centre de Singapour. En tout cas, on voit les prix là là c'est sur vraiment la totalité du territoire. C'est vraiment moche. C'est vraiment très très moche. Voilà. Alors dernier point et probablement le plus important, les taxes, les impôts. Donc quels sont les frais de notaire, quels sont les impôts sur les revenus locatifs. Donc on va voir ça maintenant. Donc en fait à Singapour, quand on achète, on a des taxes, hein, comme les frais de notaire en France. Ça s'appelle le stamp duty. Voilà. Donc tout le monde va payer un stamp duty de environ 3%. Voilà, je simplifie un petit peu parce que ça va dépendre de certains paramètres, mais c'est autour de 3%.
Voilà. Ajouté à cela, on va avoir voilà, ce qu'ils appellent le Additional Buyer Stamp Duty, c'est-à-dire comme un frais de notaire additionnel qui va venir s'ajouter à ces 3%. Alors c'est là qu'on va avoir une très mauvaise surprise, c'est que, bon alors d'abord on va se rendre compte, donc là j'ai les taux, on va se rendre compte que déjà ces taux varient énormément. En fait, c'est comme en fait en France, on a une instabilité fiscale. Vous voyez, on avait un taux donc entre 2011-2013, ce taux a changé entre 2013 et 2018, et ce taux a changé encore en 2018. Mais quand il change de façon très significative. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, il varie en fonction de quoi? Il varie en fonction de deux paramètres. Premier paramètre, c'est votre statut, et c'est très très important. Deuxième paramètre qu'on va mettre de côté pour le moment, c'est le nombre d'appartements que vous possédez déjà. Voilà. Donc on va revenir sur le statut. Il y a trois statuts à Singapour. Le premier, c'est le statut de citoyen singapourien. Le deuxième statut, c'est le statut simplement de travailleur, c'est-à-dire personnes qui ont un permis de travail. Et le troisième statut, c'est le statut de résident permanent. Résident permanent, en général, ce sont des gens qui ont déjà travaillé pendant plusieurs années et qui ont demandé à résider de façon permanente à Singapour. Ils ont le droit de rester pendant 5 ans sur le territoire, peu importe qu'ils aient un travail ou pas. Alors que les personnes qui ont un permis de travail, dès que leur travail est terminé, ils doivent quitter le territoire. Donc voilà, donc le résident permanent est situé, on peut dire, entre celui qui a le permis de travail et le citoyen singapourien. Voilà, c'est un statut, on va dire, intermédiaire. Sachant que un étranger n'aura pas forcément envie de devenir citoyen singapourien, parce que quand on devient citoyen singapourien, donc nationalité singapourienne, on doit abandonner toutes les autres nationalités. Donc pour moi, ce serait la nationalité française. Donc en général, ils ne le font pas. Voilà, donc trois statuts. Alors on va regarder la taxe additionnelle en fonction de ces statuts. Vous allez voir, c'est assez énorme. Donc si vous êtes citoyen singapourien, eh bien c'est tout simplement non applicable, c'est-à-dire zéro. Donc vous n'avez que les 3% à payer. Alors maintenant, si vous êtes... J'ai du mal à scroller là. Ouais. Si vous êtes résident permanent, vous êtes à 5%. Voilà. Résident permanent, vous êtes ici à 5%. Voilà. Maintenant, si vous êtes étranger, donc foreigner, ici, c'est 20%. Voilà. Donc 20% plus 3%, ça fait 23%. Si vous êtes résident permanent, ça fait donc 5% plus 3% égale 8%. Alors au passage, on voit que un résident permanent qui achète un deuxième appartement va être taxé à 15%, toujours plus les 3%, donc ça ferait 18%. Voilà, donc c'est absolument énorme, hein. Donc ça veut dire que pour quelqu'un comme vous ou comme moi, si on veut acheter à Singapour, on est à 23% d'un équivalent de frais de notaire. Donc c'est absolument énorme. Donc dès que vous achetez, vous avez perdu 23% sur votre appartement. Si vous faites un achat-vente, c'est moins 23 direct. Sachant que vous êtes en concurrence, en compétition avec des locaux qui, eux, ont 0% de taxes additionnelles. Donc ça veut dire que on n'est pas du tout dans un marché, dans une libre concurrence. On est vraiment dans un protectionnisme agressif. Donc c'est vrai que Singapour est connu en fait pour être un marché très libéral, une économie très libérale, mais en fait on voit que sur l'immobilier en tout cas, on est sur un protectionnisme absolument monstrueux que j'ai jamais vu nulle part. Quand vous achetez en France, que vous soyez étranger ou français, les frais de notaire sont les mêmes pour tout le monde. Ici, c'est différent. On passe de 3% à 23%. Quand même. Voilà, donc ça aussi, bon, s'ils ont fait ça, c'est qu'ils ont leur raison, hein. C'est pour protéger en fait les locaux d'une inflation des prix d'immobilier qui serait due à des investisseurs extérieurs, ce qui est probablement le cas depuis quelques années. Donc ils veulent stopper en fait cette augmentation des prix. On a vu 100% en 10 ans.
et probablement tiré par des investisseurs extérieurs, des investisseurs étrangers. Donc voilà, donc ça calme tout de suite. Voilà, quand on doit payer 23% de frais de notaire, en général, c'est une manœuvre anti-spéculation et ça fonctionne. Voilà, donc pour moi, investir à Singapour, simplement pour les taxes, non. Maintenant, si en plus j'ajoute le taux de rendement faible, plus les vacances locatives, plus l'excès d'offres et les constructions qui continuent, hein, qu'on peut voir fleurir un peu partout dans Singapour, bon, pour moi, c'est vraiment pas l'idéal. Voilà, je vous remercie.